c'est un métier qui est pas facile, mais pas facile pour les gardiens parce que on leur demande énormément de choses. Est-ce qu'aujourd'hui le gardien que tout le monde veut existe ? Moi je pense pas parce que ça demande trop d'options et trop de fonctions. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous le savez, depuis maintenant 3 saisons, mes invités se livrent en longueur avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pendant cette saison 4, on va continuer à se pencher sur la grande famille des gardiens, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez La Voix des Gardiens grâce à cet épisode, 3 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Nouvel épisode de La Voix des Gardiens avec un nouveau membre d'un staff de Ligue 1, mais aussi et surtout un passionné du poste, toujours en réflexion et pas seulement avec ses propres gardiens en club. On a souvent échangé depuis la création de ce podcast, tu m'as souvent fait des retours sur certains épisodes et je suis content de te recevoir aujourd'hui pour partager tous ces échanges, toutes ces pensées avec le plus grand nombre. Bonjour Mickaël Bouli. Bonjour. Tu as découvert la Ligue 1 cette année avec le Paris FC, avec Obed El Cambadio, Kevin Trapp et Rémi Rioux. On va également en parler, mais aussi de ton parcours en club, en sélection, avec l'Algérie, de Vahid Halilhodžić et de Christian Gourcuff, par exemple, avant de prendre le temps de se poser sur ta méthode, sur tes outils de travail au quotidien, mais aussi sur l'évolution du poste et l'évolution du rôle d'adjoint dans un staff. Avant ça, première question, je la pose à tous les invités. C'est quoi un bon gardien, aujourd'hui, en 2026 ? Alors pour moi, un bon gardien, c'est un gardien qui est capable de défendre. Maintenant, défendre, c'est défendre aussi avec le projet de jeu, avec les nouvelles idées que les coachs peuvent avoir, notamment sur l'élaboration des ressorties au niveau de la possession de jeu, donc qui va engendrer aussi des particularités au niveau jeu du gardien, la transition, à quel moment il va perdre le ballon et à quel moment il va devoir se retransformer en gardien de but, passer d'un statut de joueur à un statut de gardien de but. Donc c'est toute la complexité qu'il peut y avoir sur éventuellement les entraînements spécifiques qui vont en découler tout simplement. Et toi, comment t'es devenu gardien de but au début ? Alors c'était plus sur un rôle défensif il y a quelques années. Tes premiers souvenirs de gardien quand t'étais joueur, c'est quoi ? Alors mon histoire, elle est très simple. C'est déjà à la campagne avec les copains, dans une cité aussi. Surtout gardien on va dire gardien volant à l'époque, ou peut-être aussi joueur avec la capacité à mettre les mains au niveau du dernier défenseur. Donc ça m'a apporté une sensibilité, on va dire, déjà tactique, sans le savoir tout simplement, avec une collaboration dans un premier temps de mes copains, et puis après foot d'école bien évidemment, avec éviter un peu la maîtresse qui passait, tous ces aléas qui sur la prise d'information étaient très importantes. Voilà comment moi j'ai vécu le football. Alors aujourd'hui je peux en parler comme ça parce que ma sensibilité est assez tactique, et l'évolution va vers cette sensibilité tactique. Donc toujours deux référents, jouer gardien, goal volant, mais aussi gardien aussi qui va garder une porte de garage ou ses 2 cartables à la récré. Et qu'est-ce qui t'a plu quand t'étais gardien ? Alors là tu parlais du foot d'école, mais après il y a eu le foot en club. C'est quoi ? C'était de plonger ? C'était d'être ce dernier rempart ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Ce qui a fait que t'as accroché à ce poste ? Un peu tout. Alors la faculté aussi de jouer en complémentarité avec mes camarades, le goût aussi de défendre quelque chose, d'être le dernier rempart, ça c'est quelque chose aussi, la sensibilité aussi du plongeon, la capacité à être le héros, comme on peut l'entendre un petit peu sur tous les podcasts que tu as fait. Ça c'est quelque chose de très important, ce qui a constitué tout simplement ma jeunesse et ma sensibilité aujourd'hui au poste. Alors on te connaît aujourd'hui comme entraîneur des gardiens au Paris FC, mais comment tu te définirais toi gardien quand t'étais gardien joueur, adulte ? T'étais quel type de gardien ? J'aimais beaucoup jouer au pied. J'adorais éliminer l'adversaire sur une situation de passe vers l'avant. Ça c'est ce que j'adorais. Et après aussi, comment je peux me définir, quelqu'un qui avait des idoles tout simplement, les Barthez, les Joël Batz, qui m'ont beaucoup inspiré, les Bernard Lama, de par tous leurs qualités
intrinsèques qu'il pouvait développer sur différentes, on va dire, sensibilités. Donc Grégory Coupé, tous ces gardiens qui ont permis d'avoir cette progressivité aujourd'hui que j'ai, cette réflexion aussi sur le poste, parce que c'est important aussi d'avoir cette réflexion. Je dis toujours, on est les héritiers du passé, parce que sans eux, on n'existerait pas aujourd'hui, et surtout, il n'y aurait pas une réflexion comme on peut avoir aujourd'hui sur le poste. Et alors du coup, si on parle de cette réflexion du poste, en tant qu'entraîneur, comment tu deviens entraîneur? Comment tu fais la bascule à un moment donné de te dire, ce poste d'entraîneur me plaît et je vais même avoir cette vocation à réfléchir plus qu'un entraîneur qui, vulgairement, va taper les ballons et avoir cette réflexion supplémentaire et tout ça. Qu'est-ce qui, toi, permet d'avoir ce déclic? Moi, ce qui m'a fait basculer, c'est mon enfance. Donc, comme je te disais, c'est la capacité déjà à comprendre gardien volant ou gardien, on va dire, de cartable ou de porte de garage. Il y avait déjà 2 styles de gardiens qui étaient complètement différents. Parfois, j'aimais jouer comme ça. Parfois, j'aimais jouer plus dans les buts. Ça s'est, comment dirais-je, concrétisé par rapport à l'évolution de ma jeunesse sur le foot en club. Parfois, le samedi, je jouais gardien et le dimanche matin, je jouais joueur. Donc il y avait toujours cette sensibilité, que ce soit jouer au ballon, entre guillemets, dans une monopolisation du pied, et celle d'arrêter les ballons et d'être le dernier rempart, celui qui sauve l'équipe. Ça m'a toujours émerveillé. Et puis après, les différents clubs que j'ai pu faire, l'utilisation de l'entraîneur qu'avait de moi, par rapport à la possibilité de m'intégrer ou pas dans l'équipe. Donc c'est tout ça, dès cette époque-là, j'avais ce retour, j'avais des cahiers, donc je notais aussi les entraînements, je notais quand j'étais bien, quand on m'utilisait, quand j'avais cette sensation de faire partie de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, et c'est quelque chose aujourd'hui qui poursuit et qui me poursuit de part aussi, on en parlera, je pense, de l'évolution du poste. Donc même quand tu étais joueur, tu notais chacune de tes séances, ouais. Alors parce qu'on entend que certains attaquants comptent le nombre de buts à l'entraînement, mais toi du coup tu notais aussi tes séances, quels exercices t'avaient plu, quels exercices t'avaient moins plu. Exactement, ouais. J'avais vraiment une sensibilité là-dessus. Et après, ce qui m'intéressait aussi, c'était les stratégies du coach par rapport aux équipes adverses et par rapport à comment il voyait mes interventions ou l'analyse des attaquants, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté, et selon les coachs que j'ai pu côtoyer en tant que joueur, ça m'a permis aussi de pouvoir aussi avoir un recul sur les matchs et sur ce qu'ils me demandaient de faire ce jour-là. Ou alors pas du tout. Ou alors j'avais des coachs qui me demandaient strictement de préserver ma ligne, et point à la ligne, on va dire, sans faire de jeu de mots. Concernant tes premiers pas en tant qu'entraîneur des gardiens, est-ce que tout de suite t'as des envies, t'as des choses à mettre en place, ou alors dans la mesure où tu découvres le poste, t'es aussi là à composer avec les gardiens que t'es en place? Comment ça se passe? C'est entre Rouen et Dunkerque, c'est ça? Entre Rouen et Boulogne? Ouais, alors j'ai fait un intérim en Suisse, à Lausanne et à Servette. Alors moi je suis hyper curieux, donc je vais chercher un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Donc en Suisse, j'ai fait la France, je suis allé voir en Italie, en Espagne. Alors j'ai eu la chance à travers toute cette expérience de côtoyer des entraîneurs qui m'ont aidé, la fédération qui m'a aidé aussi à me développer par rapport à certaines philosophies. Donc c'est un laboratoire, on va dire, d'expérience qui fait qu'à un moment donné, on s'approprie les choses et on essaye de les partager aux différents gardiens qu'on peut avoir, tout simplement. T'as parlé de beaucoup de pays, sauf l'Angleterre, là où t'es allé rencontrer Christophe Luchon. Oui, tout à fait. Alors Christophe, on a une histoire qui est assez qui est marrante, grâce à Philippe Montagnier qui m'a proposé d'aller voir Christophe, et depuis pas mal d'années, il m'a invité chaque année à aller le voir à Chelsea, où là j'ai développé cette capacité de chercher encore plus avec les différentes stratégies qu'il avait mis en place à cette époque-là. Donc il a été, oui, un des pionniers dans le développement des entraînements de gardiens. Et il m'a surtout tendu la main par rapport à la disponibilité qu'il avait, et puis surtout l'accueil qu'il m'a réservé.
Et justement, qu'est-ce que tu découvres concrètement quand tu vas à Chelsea les premières fois, alors la première fois ou même les fois d'après, qu'est-ce que tu découvres qui te marque et où tu te dis ah oui là c'est différent, ça j'y avais pas pensé, ça j'y avais pensé différemment. Bah, déjà, l'accessibilité qu'on m'a permis d'avoir. Le fait d'être avec Christophe, ça permettait d'ouvrir énormément de portes et puis de pouvoir discuter avec Ancelotti, avec Mourinho, enfin tout, j'en passe. Mais voilà, une culture très enrichissante, leur sensibilité au poste. Christophe fait partie des précurseurs, au même titre que Thierry Barnera, au même titre que les Français Franck Rabiot, Nicolas Dehon, avec qui j'ai partagé pas mal de choses. Voilà, ils font partie de mon histoire et grâce à eux aujourd'hui, j'ai une sensibilité qui est vraiment passionnante pour ce poste. C'est comme les cuisiniers, hein. Après on va prendre ce qui est meilleur des uns des autres et puis après c'est à nous d'essayer de faire la meilleure recette possible. Moi je prends de tout et de partout. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai pas de recette miracle. Ce qui marche bien, j'essaie de l'utiliser. Et après, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Moi, je m'interroge beaucoup sur les systèmes d'apprentissage et pourquoi les gens préfèrent ça ou préfèrent autre chose. Ce qui va me permettre de me donner des orientations à leur pensée et puis surtout à leur méthodologie d'entraînement. Mais il y a du bon partout. Moi, je trouve que c'est un poste qui évolue énormément. Alors, est-ce qu'il évolue trop vite ? Est-ce que c'est trop ? Parfois, on voit que oui. Quand est-ce qu'on voit que ça va trop vite ? Parfois, les idées des entraîneurs sont sur l'aspect, on va dire, offensif. Alors, donc, une possession, ils appellent ça le jeu de position. Parfois, on peut le surutiliser. Moi, je trouve que on voit des matchs où c'est surutilisé. Alors, on voit énormément maintenant de fautes de pied, fautes de jeu sur une relance. On voit très peu maintenant de fautes de main. Alors qu'avant, c'était un petit peu le contraire. Donc, c'est les questions que je me pose aussi. Après, la capacité à un gardien de jouer, moi j'appelle ça une double cognition, c'est-à-dire savoir jouer comme un joueur et savoir jouer comme un gardien. Généralement, la fonction numéro 1 du coach principal, elle va être de développer son projet de jeu. Et on voit qu'il y a énormément de projets de jeu qui sont développés. Pourquoi ? Parce que c'est stratégie contre stratégie. Mais les coachs prennent ça d'une manière offensive. Par contre, sur les transitions défensives, ils n'ont pas idée des efforts et de la nouvelle préparation, entre guillemets, qui peut être physique, psychologique, des gardiens par rapport à ces idées de jeu. On va rentrer un peu plus dans le détail de ton parcours. Comment tu arrives au Paris FC ? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps, mais la première étape de ta vie au Paris FC, comment tu arrives au Paris FC à l'époque ? Bah moi, la première étape de ma vie, c'est je suis avec l'équipe nationale et Raïs Mboli, à l'époque, ne jouait pas, ou très peu. Et donc, on me demandait de trouver un endroit pour venir s'entraîner. En l'occurrence, c'était sur Paris. Donc là, j'ai rencontré le président, on a discuté. Et en contrepartie, moi, avec l'accord de la fédération, j'ai donné un coup de main au Paris FC. Et puis, on ne s'est jamais quitté. Donc, après, moi, je suis parti avec l'équipe nationale de manière... avec un contrat de travail à part entière. Donc, j'ai aussi... aider à développer la fédération algérienne pour les diplômes d'entraîneur, etc. Donc ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Et puis, on s'est jamais quitté. Avec le président, on est toujours resté en contact parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis aujourd'hui, je suis toujours là et je suis très fier d'être dans ce club. Justement, la partie avec la sélection algérienne, c'est notamment cette Coupe du Monde 2014. On va parler plus spécifiquement d'un match tout à l'heure, mais globalement, comment ça se passe, la différence de travail quand on est entraîneur d'une sélection, qu'on a des gardiens moins souvent et qu'il faut les préparer pour un instant T ? Alors moi, par rapport à peut-être à d'autres sélections, c'est pas différent parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Raïs Mboli ne jouait pas. Alors moi, je le connais depuis 2010 et on a vécu la Coupe du Monde en Afrique du Sud, de loin, mais on a travaillé ensemble. En 2012, on se retrouve et là, la collaboration commence de manière officielle. Donc à partir de ce moment-là, il y a le fait que Raïs ne joue pas. Donc on a été obligé de trouver des systèmes d'entraînement, et notamment Paris FC, qui permettaient, dans un premier temps, comme il n'avait pas de club, de pouvoir s'entraîner. Et deuxièmement, dans les clubs après où il est allé, d'avoir une dérogation pour pouvoir l'entraîner
à des séances supplémentaires par rapport à son non-temps de jeu ou son temps de jeu. Ok. Donc moi, c'est quelqu'un que j'ai entraîné comme j'entraîne les gardiens du Paris FC aujourd'hui, avec une relation bien évidemment qui est beaucoup plus personnelle parce qu'on était seuls tous les deux ou en compagnie, on va dire. Parfois, j'étais aux États-Unis, j'étais en Bulgarie, j'ai fait énormément de pays avec lui. Donc c'était une relation beaucoup plus intime. Donc là, c'était vraiment on va dire un tête-à-tête du sur-mesure, on l'appelle comme on veut, mais on était vraiment très proches, quoi, et on l'est toujours d'ailleurs. Parce que l'année du coup avant la Coupe du Monde, Ouais. ou l'année encore un peu avant, Raïs Mboli ne joue pas du tout, et c'est le gardien, et c'est le gardien de la section algérienne. Ouais, Vaïd a autorisé à des stages, a autorisé à plein de choses, et donc on a réussi à s'organiser, à travailler de cette manière-là. Puis ça s'est bien passé parce que même avec un très faible temps de jeu, on arrivait quand même à maintenir ce niveau de forme et aussi au niveau de l'équipe tout simplement. Et est-ce que à l'approche du coup de la compétition, le travail évolue un peu, se rapprochant de la compétition, sur les séances, sur aussi l'approche de l'événement? On a fait plein de choses. Après, d'un point de vue psychologique, on a fait énormément de choses. Je l'ai emmené à l'armée, je l'ai emmené sur des techniques de stress. On a fait énormément, on a profité pour s'exporter vers différents sports. On a fait du hockey sur glace. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, je l'ai emmené dans un entraînement de DH, près de chez moi, à Bois-Guillaume. Et il est arrivé dans le vestiaire et on a fait un entraînement avec les joueurs amateurs. C'était sur un terrain qui était boueux, j'avais fait exprès, et à la fin de l'entraînement, il était tellement content qu'il me dit, tu vois, ça c'est le vrai foot. Et cette anecdote, je l'ai toujours parce que au moment de rentrer en huitième de finale contre l'Allemagne, on se regarde et là on est avec Neuer, on est avec Andreas Köpke, et là on se regarde, on se dit, t'imagines quand même que un mois avant on est dans un club amateur en train de prendre du plaisir. Et là, on va aller faire un huitième de finale de la Coupe du Monde. Et là, je lui dis, tu vois, tous les mecs qui étaient dans le vestiaire avec toi, aujourd'hui, ils sont devant leur télé. Et je pense qu'ils vont apprécier que tu fasses un bon match. Et ça, c'est quelque chose qui est resté entre nous parce que c'était tellement pur et tellement les vrais et l'essentiel du football que ça nous a permis de profiter pleinement de l'événement. Bon, il y a ce match qui a marqué, notamment par rapport à Neuer, c'est le match où tout le monde a commencé à dire qu'il jouait très haut, qu'il était libéraux. Est-ce que toi, tu l'avais anticipé? Est-ce que tu as été surpris? Ou alors, à ce point-là, même toi, sur le banc, tu as été un peu surpris de son jeu? Alors, pour moi, ce match, c'était une révélation. Une révélation tactique. Après ce match-là, je pense que j'ai plus du tout été le même. Pourquoi? Parce que quand on fait une Coupe du Monde, moi je prépare mes gardiens au système de jeu du coach, donc je savais très bien comment ils voulaient jouer, et je savais que notre principal atout c'était vraiment de défendre. Donc il n'y avait pas de solution de ressortie de balle, etc. Il y avait vraiment une position de gardien qui était très stricte et très posée, donc il a joué vraiment sur toute cette partie défensive. Moi mon objectif était là. Et après le début du match, donc on s'est très vite aperçu qu'il y avait un changement d'attitude au niveau du gardien de l'Allemagne, qui était Neuer. Le problème, c'est que si j'avais anticipé, peut-être qu'au bout de 5 minutes, Islam Slimani aurait pris le dessus sur Neuer, on aurait anticipé sa sortie, et puis peut-être qu'aujourd'hui, on serait passé ce huitième de finale. Voilà, c'est une très grande leçon que j'ai prise au niveau tactique. Pourquoi? Parce qu'après cette échéance, moi je suis allé voir ce que faisait Guardiola au Bayern de Munich, et je me suis aperçu que il l'utilisait complètement comme l'utilise l'équipe nationale d'Allemagne. Et donc, à ma grande déception, j'avais pas anticipé ça. J'étais beaucoup plus focus sur la préparation de mes gardiens avec l'envie qu'ils fassent une bonne Coupe du Monde, tout simplement. Et j'avais oublié un petit peu de m'occuper du gardien adverse. Et depuis ce jour-là, je m'occupe vraiment du gardien adverse. Et qu'est-ce que tu regardes du coup sur le gardien adverse? Il y a plusieurs choses qu'on regarde. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'attaquer des espaces et capable de jouer par rapport à son système défensif, c'est-à-dire de couvrir un latéral? Est-ce qu'il gère la notion de 2 contre 1? Ou est-ce que lui va directement
couper la trajectoire. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes dans le point de vue, on va dire, intelligence tactique par rapport à l'équipe. Donc ça, c'est tout, ou jouer sous pression en dehors de sa surface. Donc il y a beaucoup d'exemples, et je pense notamment à Sampoli quand Paul Lopez arrive à Marseille, où il a une position très haute. Et donc on s'est aperçu à travers le temps, Ederson à Manchester City, où il aspirait les joueurs, il était capable de mettre un ballon à 80 mètres pour une contre-attaque adverse avec Riyad, notamment, Mahrez. Donc il y a toutes ces stratégies-là qui rentrent en ligne de compte et qui aujourd'hui font l'évolution du poste. Autre compétition vécue avec la sélection algérienne, mais alors là, les espoirs, c'était les JO de 2016. Ouais. Ici, à ce micro, j'ai reçu Paul Bernardoni qui disait que lui, au village olympique, quand il les a fait, c'était grandiose. Il était au contact de sportifs, il m'a dit, je suis à Disney. Est-ce que toi, est-ce que t'as pu te nourrir toi aussi de cette expérience-là à la rencontre d'autres sports sur cet événement-là qui était aussi au Brésil d'ailleurs? Ouais, exactement, c'était en 2016. Alors, extraordinaire. Alors, 2 compétitions complètement différentes. Alors, la chance qu'on avait, c'est qu'on est au village olympique. Et donc, au village olympique, là, il y a tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est les athlètes sont partout. Il y a le fait aussi qu'on mange tous ensemble. Donc, on a des surprises extraordinaires, notamment au petit déjeuner. Donc, et c'est quoi les surprises du petit déjeuner comme tu disais? C'est Martina Hingis, c'est Pete Sampras, c'est l'arrivée des Américains du basket qui étaient à l'époque les rois du monde. Après des super rencontres, quoi, la flamme olympique, le défilé, enfin des choses, Usain Bolt, enfin des trucs qui resteront gravés à jamais, mais là on part du sport en général, quoi. Et sportivement, est-ce que tu as pu échanger avec d'autres sportifs? Est-ce que tu as pu tirer pas des conclusions, mais en tout cas des enseignements de ces échanges-là, en te disant tiens, ce sport-là je le connaissais pas, ou en tout cas pas cette forme-là? Est-ce que il y a pu avoir des échanges? Ouais, il y avait pas mal d'échanges, parce que c'est assez surprenant, mais on a accès à tout. Donc il y avait Djokovic, il y avait Laure Manodou qui était consultante. Il y avait aussi l'intégration aussi de nouvelles technologies dans des ils appelaient ça les hangars. Donc là, on avait la possibilité d'avoir des laboratoires, on va dire, des laboratoires d'analyse, des choses comme ça, des situations aussi où il y avait des matchs improvisés sur des basketteurs, sur des tennisman et tout. C'était vraiment bon enfant, mais dans la compétition. Donc c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert, quoi. Première rubrique de cet épisode. Tu as déjà donné le nom de beaucoup de gardiens. Là, du coup, on va passer à la partie sur le champ. Tu es entraîneur, tu dois choisir 5 gardiens pour un match. Des gardiens que tu as côtoyés, des gardiens que tu as affrontés. Lesquels tu choisirais? Alors, Michael Andro, pour sa capacité à anticiper les situations. Très bon joueur de champ, avec une capacité, je répète, à analyser les trajectoires. Erwin van der Sar, qui moi m'a fait vibrer. Pascal Olmeta, pour son côté un petit peu capable d'éliminer. Voilà, j'ai besoin d'un joueur d'élimination. Donc j'en ai quoi, 3 ? Il m'en faut encore 2. Fabien Barthez, avec sa capacité à jouer long, et Greg Coupé, voilà. En concernant cette saison en Ligue 1, elle a été marquée par un changement de coach. Déjà, comment tu l'as vécu? C'était le coach de la montée. Avant de parler de la partie plus technique, mais humainement, comment ça s'est passé? Humainement, c'est toujours difficile de quitter quelqu'un qu'on apprécie, tout simplement. Après, au-delà de l'homme, c'est la capacité à apprendre les choses, à t'apprendre les choses, parce qu'il avait une conception, Steph avait une conception du développement du gardien qui était assez intéressante dans les options qu'il pouvait y mettre. Donc là, il y a un développement, on va dire, des connaissances, un développement de répondre à ses attentes par rapport à ce qu'il voulait. Donc une adaptabilité aussi cognitive par rapport à mes gardiens.
capable de pouvoir jouer et aussi capable de pouvoir défendre, ce qui est difficile aujourd'hui dans le monde du foot parce que c'est une sensibilité de pression qui est terrible. Alors l'intelligence tactique aujourd'hui est très importante pour un gardien. Pourquoi ? Parce c'est lui qui va prendre la décision du risque ou pas. Donc très intéressant dans cette endurance, on va dire cognitive. Et concernant ce changement d'entraîneur, est-ce qu'au quotidien, du coup, t'as dû aussi, toi, t'adapter avec les demandes du nouveau coach, d'Antoine Comboiré, dans ton travail au quotidien? Voilà, quel est ton rôle en tant qu'adjoint en charge des gardiens de but, de t'adapter entre ce que les gardiens aiment travailler, ce que les gardiens attendent, toi, ta conception du poste, et aussi les demandes du coach. Enfin, comment t'arrives à tout mixer pour que ça fasse ta semaine de travail? Alors après, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'évolution aussi du poste, de différencier les gardiens qu'on peut avoir. Donc là, j'ai Kevin Trapp, qui a une formation allemande, qui est très intéressante dans le développement de plein de choses. J'ai Obed qui est avec moi depuis l'âge de 16 ans, et j'ai deux jeunes gardiens qui suivent aussi le processus que le club a mis en place et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir profiter du vivier qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour le club, pour les gardiens, et que aujourd'hui au PFC, on a quand même une formation qui est très intéressante. Notamment la titularisation d'Obed en Ligue 2, qui a permis de monter en Ligue 1, et les matchs d'Obed aussi en Ligue 1, qui ont permis de valoriser le travail qu'on faisait depuis pas mal de temps. Alors comment je m'organise ? C'est très simple, c'est que moi l'objectif principal, c'est de regarder un petit peu ce que se fait au meilleur niveau pour essayer d'avoir des options supplémentaires à mon gardien. L'idée, c'est de le développer au maximum avec une capacité à pouvoir jouer sous pression, ce qui va lui permettre aussi d'avoir une sensibilité, on va dire, mentale, qui va lui permettre de pouvoir se concentrer sur le jeu de passe, etc., etc. Ce qui n'est pas dû à tout le monde, du fait du système de l'apprentissage. Le problème, c'est que quand vous récupérez des gardiens comme Kevin avec un système d'apprentissage qui est différent, il y a une adaptabilité à avoir et de proposer un schéma de travail qui va lui permettre de pouvoir progresser, mais en gardant toutes ses qualités qui a fait de lui un gardien et le gardien qu'il est aujourd'hui. C'est ça que tu appelles l'ADN sportif ? Pour moi, l'ADN sportif, c'est la formation. Comme je te disais, pour moi, il y a deux types de gardiens. Il y a un gardien qui défend 2 cartables à la récré et un gardien qui va jouer goal volant ou dernier défenseur avec les mains. Et ça, c'est la richesse aujourd'hui du poste et la richesse de l'évolution du poste. Après, est-ce qu'il faut qu'il soit surutilisé ? Moi, je le pense pas. Parce qu'un gardien est pas capable, quand on écoute les qualités d'un gardien, enfin, c'est monstrueux, quoi. Aujourd'hui, il doit savoir jouer du pied droit, jouer du pied gauche, tacler du pied droit, tacler du pied gauche, faire des têtes, être capable de prendre des informations proches, loin, etc. Vue globale, vue à proximité. Donc il y a t'as fait toute cette liste là sans parler de la prise de balle, hein. Ouais, donc là t'as fait une liste d'une dizaine de caractéristiques sans parler prise de balle normale, sans parler aérienne, de la technique, plongeon, etc. Ouais. Donc il y a différents environnements qui se livrent aujourd'hui aux gardiens de par, je répète, les règles du jeu qui ont évolué et surtout les idées de coach qui font qu'à un moment donné, le gardien, il va être utilisé ou surutilisé. Donc il y a une adaptabilité à avoir sur les systèmes d'entraînement. Pourquoi ? Parce que sa sécurité, il va la trouver à l'entraînement. Sa force, il va la trouver à l'entraînement. Et donc quand quelqu'un n'est pas habitué à travailler à être délocalisé du but, il va y avoir un souci. C'est un souci de se délocaliser de l'endroit où il est en sécurité. Concernant votre saison, comment tu la juges ? Là on est fin mars, début avril. Comment tu la juges ? Un petit peu comme mon métier, donc dans l'apprentissage, apprendre, toujours apprendre, et puis être dans l'humilité. Donc on a vu que c'est une saison très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est le très haut niveau, tout est multiplié. Donc sur les vigilances, sur les prises d'infos, la capacité à scanner très rapidement une situation et une action de jeu. Donc il y a tous ces référents de match qui reviennent, et puis où il faut être clinique parce que c'est clinique. Concernant les gardiens, alors une question, mais à l'été, comment s'est passée la réflexion ? Tu le disais, tu connais Obed depuis ses 16 ans.
quelle était la réflexion autour d'un deuxième gardien à faire venir, vous en tant que dans le staff et avec la direction, est-ce qu'il y avait un profil type? Comment ça s'est passé? Ouais, là, on avait une recherche d'un gardien expérimenté qui avait l'habitude ou qui a eu l'habitude de jouer en Ligue 1, donc on s'est penché sur des profils. Donc et puis un jour il y a un coup de fil qui est arrivé, très surprenant, grâce à Steph et grâce à un ami à lui, et puis c'était Kevin qui avait l'ambition de venir chez nous et de venir aider et d'épauler nos jeunes gardiens, tout simplement, par rapport à son expérience et par rapport à l'envie de venir dans notre club avec l'ambition de comment dirais-je, d'aider les jeunes. Et puis, même pour vous, après, c'était même pour Obed, c'était aussi le fait il sera au contact d'un gardien de renommée internationale qui connaît le très haut niveau, le niveau international, plutôt qu'un prêt en Ligue 2 ou ailleurs. Enfin, il aurait plus appris avec un gardien de renommée internationale au quotidien à l'entraînement qu'un prêt. C'était ça aussi, c'était de garder ces deux gardiens-là avec des âges différents et une complémentarité. Après, l'alchimie, c'est très bien fait parce que quand on voit l'arrivée de Kevin, c'est déjà, premièrement, humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une belle rencontre humaine. Et de par son professionnalisme, de par aussi son palmarès et de par ce qu'il a été capable de faire, l'humilité qu'il a par rapport à nous rejoindre, alors qu'il pouvait faire la Ligue des Champions, dans un club où il était adulé, où il était le capitaine. Donc une remise en question de sa part, un professionnalisme hors pair, et une capacité aussi à gérer les événements. Donc l'événement des grands matchs, où lui aussi a payé de son expérience, qui nous permet aujourd'hui de relativiser pas mal de choses, mais avec du recul de pouvoir en parler. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide au quotidien. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'humilité qu'il a et le travail qu'il donne encore aujourd'hui, après avoir gagné pas mal de choses, après avoir fait partie de l'équipe nationale d'Allemagne. C'est quelque chose aujourd'hui qui est humainement très important sur les valeurs d'un développement d'un jeune gardien et puis d'une stabilité qu'il peut avoir à ce niveau-là. On s'est appelé, une des premières fois qu'on s'est appelé en début de saison, c'était courant octobre, je sais plus à peu près, et on avait parlé d'un épisode et de votre saison au moment-là, et tu m'avais parlé de la fraîcheur mentale et qu'il y avait une réflexion autour de ça dans le staff. C'était une des rares fois que je l'entendais, et en tout cas, et encore plus sur un gardien où globalement on parle de fraîcheur physique pour les joueurs, on parle de répétition des matchs pour les joueurs aussi, mais peut-être moins pour les gardiens. Alors déjà, j'avais une question, comment vous êtes venu à vous intéresser à ça, à réfléchir là-dessus, et est-ce qu'il y a des outils pour avoir une fraîcheur mentale? On parle d'étirement pour les muscles, on parle de bain froid parfois, mais est-ce que du coup pour le mental, la fraîcheur mentale, est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce que ça se travaille? Alors, moi j'ai fait une licence en psychologie et mon sujet c'est gardien d'hier à aujourd'hui, héritier du passé. Aujourd'hui, moi la question que je me pose c'est la surutilisation du jeu au pied du gardien par rapport à l'idée tactique du coach. Quand on utilise un gardien au niveau du pied, il y a une dépense énergétique qui est très importante. Et donc il y a une relation entre la concentration du jeu au pied, être capable de jouer sous pression, ce qui n'est pas dû à tout le monde, être capable de subir un pressing, de jouer sous pression constamment, et d'être capable aussi, à la transition, d'être efficace dans l'aspect défendre par rapport au projet de jeu. Moi, j'appelle ça la double cognition. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est hyper difficile. Hyper difficile parce que c'est pas dû à tout le monde du fait de leur... et on revient toujours au système d'apprentissage, on revient toujours à l'ADN de ce qu'on est. Faire jouer un gardien, et je lisais ça sur Paul Bernardoni, il disait que dans le livre Goal, il disait que moi ça a toujours été de défendre les cartables à l'école. Mais quand quelqu'un défend les cartables, est-ce que son jeu au pied est aussi efficace que quelqu'un qui a joué goal volant ou quelqu'un entre guillemets qui va entre guillemets jouer comme un joueur? Ça c'est la question que je me pose. Ça demande une double débauche d'énergie. Et donc, le fait d'utiliser Obed comme on l'utilise et sur le système de jeu de Steph m'a fait avoir cette réflexion avec lui sur la capacité à l'utiliser. Il se disait fatigué mentalement après les semaines d'entraînement de match. Il ressentait cette fatigue-là
Je sais pas, à part des moments où il est, alors peut-être pas des maux de tête, mais de la fatigue, de l'épuisement. Disons qu'il y a une concentration qui est tellement énergivore qu'à un moment donné, on en perd la faculté de défendre. Parce que notre but suprême, c'est quand même de défendre. D'où notre poste gardien de but. Donc voilà, est-ce que la surutilisation, parfois, peut avoir un effet néfaste sur la transition à la perte et à la défense du but? Va falloir revoir aussi comment on les utilise. Alors c'est intéressant dans les systèmes de développement. Pourquoi ? Parce que ça permet de jouer sous pression et ça permet aussi d'avoir une aisance technique qui est très intéressante. Mais à quel prix ? Moi, c'est la question que je pose. Avant de rentrer encore un peu plus dans le détail de l'aspect cognitif, de l'aspect visuel, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes de ta carrière. Si tu devais en mettre une, à la 3e place. C'est compliqué, franchement. Alors là, c'est très compliqué. À la 3e place, je vais mettre la montée avec le Paris FC. À la 2e place. Les JO. À la 1re place. La Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde est la révélation du jeu de Neuer, qui m'a complètement appris à vouloir m'ouvrir à autre chose sur les options d'un gardien de but. Alors tu le disais, tu as une licence en psycho. Alors première question déjà, d'où te vient cette sensibilité ? C'est arrivé après quand tu étais entraîneur ou c'était avant dans tes études avant comment c'est arrivé ? Alors comment c'est arrivé ? C'est qu'après après ce fameux match en Coupe du Monde et Neuer, j'ai cherché à comprendre les systèmes d'apprentissage. C'est-à-dire comment les gens pensent et comment les gens font. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à vouloir creuser et, entre guillemets, à essayer de chercher la philosophie de développement de Guardiola et d'autres entraîneurs avec qui j'ai pu discuter, Bielsa, Sampoli, la capacité aussi de Jürgen Klopp avec qui j'ai pu échanger. Alors, du coup, tu parlais de système d'apprentissage, tu parlais d'apprentissage au niveau des gardiens. Quelle est la part d'inné et d'acquis sur une prestation d'un gardien alors on va dire à l'entraînement parce que du coup c'est là où il y a plus de temps de travailler, mais du coup est-ce que ça se quantifie ? Est-ce que tu arrives à le quantifier ? Est-ce que c'est 50% ? Est-ce que il y en a un plus que l'autre ? Non, déjà la capacité à comprendre tactiquement ce qui se passe sur un terrain. L'idée c'est de savoir qui nous a appris les choses et comment on les a appris. Comme je te l'ai dit, le podcast que tu fais est extraordinaire parce qu'on a la sensibilité des gens par rapport à leur système d'apprentissage et par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que on connaît, entre guillemets, un nombre d'informations sur ce qu'ils sont. Donc on est simplement le reflet de ce qu'on a appris. On parle de prise d'information, mais la prise d'information, et je reviens toujours sur les systèmes d'apprentissage, ça s'apprend. Quand quelqu'un vient de la campagne et qui se retrouve au pied de l'Arc de Triomphe, qui doit faire le tour de l'Arc de Triomphe en voiture, ça va être complexe quand même. Il va falloir développer des réflexes, des prises d'information qui sont beaucoup plus développées et à développer. Donc il va y avoir quoi ? La peur, la capacité à passer avant la voiture, etc., etc. Donc on est un petit peu dans le même concept où j'arrive dans un endroit que je ne connais pas. Donc il y a un peu le lien aussi entre le gardien qui joue entre ces deux cartables et celui qui est un peu délocalisé à droite et qu'on va lui demander de faire une passe dans un endroit où il n'a pas l'habitude et de revenir se positionner dans une situation qu'il ne connaît pas. Donc il y a tout cet effet de construction qu'on doit avoir par rapport aux spécifiques et par rapport à tout ça. Et est-ce que c'est pour ça que, justement, pour que le gardien soit habitué et qu'il découvre pas, alors pas forcément l'Arc de Triomphe là pour le coup, mais un stade, et ça m'avait étonné quand tu m'en avais parlé, que tu avais mis en place en début de saison des casques de réalité virtuelle avec des AirPods pour tes gardiens, pour des séances d'entraînement. Raconte-nous un peu comment tu t'as travaillé là-dessus. Après, il y a des options qui peuvent être utilisées, mais c'est toujours au choix.
Ce qui est important, c'est de vivre les choses. Quand on va jouer à Marseille, c'est quand même une ambiance qui est particulière. Il y a la pression, il y a l'ambiance, il y a les décibels, etc. Le système de communication à Marseille n'est pas le même qu'à Lorient. Donc demain, moi j'ai eu la chance d'être en Ligue 1 en Turquie. Quand on fait un Fenerbahçe Trabzonspor, on a du mal à s'entendre. La communication, c'est pas voilà, pareil. la communication n'est pas pareille. Donc il y a tout ce phénomène de sensibilisation à l'anticipation de ce qui peut se passer, qui pour moi est très important pour vivre les choses et les faire vivre surtout avant que ça n'arrive en direct. Alors moi j'ai vécu ça à la Coupe du Monde, sur les préparations, sur la capacité à pouvoir entrer sur un terrain et entraîner un gardien le jour de la Coupe du Monde. Il y a une pression. Donc moi je l'ai subi, je l'ai vécu et sur certains matchs j'avais aussi la pression, donc il faut pas la montrer. Par contre ça fait partie de notre expérience, ça fait partie aussi de notre bagage et la capacité à pouvoir faire partager des choses. T'as parlé de ça, mais ce qui est le plus important aussi c'est la capacité à quelqu'un, ils ont tous les bagouras, donc on sait le contrôle de leur sommeil, etc. Parce que ce qui est important, c'est qu'on parle de tout ça, tous ces objets, toutes ces options, mais la première des choses, c'est de savoir si l'athlète est capable de gérer tout ça. Est-ce qu'il est père de famille? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce que les enfants ont crié ou pas dormi de la nuit? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce que l'athlète est malade? Est-ce que toi, tu es aujourd'hui en position de prendre une bonne décision par rapport à l'entraînement et puis par rapport à l'aspect cognitif? Parce que, comme je disais, c'est des fonctions qui sont énergisantes et énergivores. Mais est-ce que le côté gardien-joueur, on en revient pas un peu si on prend par exemple l'exemple de City, ça a pu surprendre que ce soit Donnarumma qui soit le successeur d'Ederson à City par rapport à ce que attend Guardiola d'un gardien. Il avait fait venir Ederson pour justement avoir ce jeu long qui pouvait varier du jeu court. Ça a un peu surpris que ça soit Donnarumma qui était pas forcément réputé pour son jeu pied qui signe à City. Est-ce que du coup c'est pas une évolution ou en tout cas le fait de calmer le jeu sur ce gardien-joueur, est-ce qu'il y a c'est une transition ou alors c'est juste un cas particulier? Bah après, moi, je pense que la capacité de Guardiola, c'est de faire jouer son gardien là où il excelle. Neuer, il joue pas pareil que Ederson. Donc Donnarumma, il joue pas pareil qu'Ederson, il joue pas pareil que Neuer. Donc moi, la grande capacité de Guardiola, c'est quand même d'être intelligent dans l'utilisation de son gardien. Donc il peut complètement changer de style de gardien. Donc l'adaptabilité du gardien aujourd'hui, elle est en adéquation avec le système de jeu. Est-ce que ce gardien correspond à ce système de jeu? Ça, c'est les questions que je me pose. Est-ce que psychologiquement, mon gardien est capable de jouer dans les références de jeu que l'entraîneur va utiliser? Et ça, moi, et comme tous les entraîneurs de gardiens, c'est la question qu'on doit se poser. Et ça, c'est pour les adultes, entre guillemets, c'est le haut niveau, le top niveau. À partir de quand cette méthodologie, là, je m'adresse aux formateurs, mais elle peut être appliquée aux adolescents, voire aux enfants? Parce que toi-même, tu dis qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses à des gardiens qui sont au niveau professionnel, qui sont des gardiens internationaux. Sauf qu'on voit, on l'entend, que les mêmes choses sont demandées parfois à des gardiens de 8 ans, 9 ans. Est-ce que c'est plus tôt ils sont sensibilisés, mieux c'est pour la suite? Ou est-ce que trop tôt, encore plus que pour les adultes, ça peut avoir le sens contraire de ce qui est recherché? Moi, je pense qu'il faut les laisser jouer, les laisser avoir du plaisir, les laisser faire des erreurs, parce que les erreurs, c'est l'apprentissage. Il faut valoriser les erreurs. Moi, je pense qu'il faut les laisser jouer. Après, la créativité, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils vont développer des choses, ils vont se tromper, et ils vont être libres. Aujourd'hui, c'est moi. Moi, ce que je veux, c'est que mes gardiens soient libres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des situations, il y a pour moi des positions par rapport à des situations de jeu qui peuvent être lues, qui doivent être respectées. Mais par contre, dans ce contexte-là, il y a une liberté du mouvement, liberté du choix technique, pardon. Est-ce que je vais dégager du point? Est-ce que je vais la bloquer? C'est avoir la capacité de switcher très rapidement, à savoir si la passe est possible ou elle n'est pas possible. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que là, on parle de compréhension du jeu. Et selon les matchs, selon la pression, selon l'environnement,
c'est compliqué parce que ça demande une réflexion et parfois c'est biaisé par les émotions, et c'est biaisé par les engouements ou peut-être une faute d'arbitrage, l'accepter, etc. Donc c'est un métier qui est pas facile, mais pas facile pour les gardiens parce que on leur demande énormément de choses. Et là, je rejoins Jean-Luc Ettori sur son podcast. Est-ce qu'on leur demande pas trop? Est-ce qu'aujourd'hui, le gardien que tout le monde veut existe? Moi, je pense pas, parce que ça demande trop d'options et trop de fonctions. C'est le moment de passer à la question mystère. Je vais te la laisser écouter, peut-être reconnaître la personne qui te pose la question, et après je te laisserai y répondre. J'aimerais bien savoir pour toi quel est l'intérêt d'évaluer régulièrement la vision chez les joueurs, et ensuite quelle est la possibilité qu'on peut avoir de travailler les rapports entre la vision et la cognition. C'est une très bonne question. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu. T'as reconnu la voix? Ouais, c'est Romain Bordas, donc, qui est spécialiste en neuro. Quelqu'un que j'ai connu il y a pas mal de temps par l'intermédiaire de Thierry Barnera, que j'ai connu aussi en Suisse, qui a été quelqu'un aussi de très important pour moi. Alors, moi j'ai développé une sensibilité à la prise d'information. Pourquoi ? Parce que je pense que lors d'un match, il y a toujours des situations qui se répètent. La capacité de centrer, la capacité de frapper, la présence, on va dire, posturale du gardien de but par rapport à une action, j'y crois beaucoup. Et notamment sur le plan défensif. Là, on parle sur un aspect défensif. La présence, je pense qu'elle parfois annule une situation et un déplacement d'un attaquant ou d'un défenseur adverse. Et donc, l'intelligence tactique, pour moi, c'est ce qui est très important. Après, il y a quelque chose, moi, qui me passionne, c'est la capacité à utiliser le scanning. C'est-à-dire, à quel moment on va prendre l'information. J'ai une action comme ça de Mac Maignan. C'est un corner sur une situation arrêtée. Un corner, je crois que c'est l'Irlande. Le corner est tiré. Et l'image, elle est extraordinaire parce que il voit le ballon partir. Il quitte le ballon des yeux et il fait face. Donc là, il défend pas l'espace. Il perd le ballon de vue. Et il sait que le ballon va venir dans cet espace-là. Donc il a déjà anticipé l'espace. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se repositionne et là il défend le but. Et au moment où il défend le but, il a une capacité extraordinaire de pouvoir utiliser toute sa motricité pour aller faire une main droite côté droit. Et c'est l'arrêt qu'on avait vu, qui avait été détourné partout, même en photo, où voilà. On voyait Mike Maignan partout, parce qu'il était vraiment à une détente incroyable. C'était, voilà. Ouais, c'est celui-là. Et moi, cet arrêt... j'ai été le chercher sur le point de vue visuel et prise d'information. Et je trouve que cet arrêt il est extraordinaire. Moi j'appelle ça la vision aveugle. C'est-à-dire qu'au moment où le ballon il part, il sait que c'est pas pour lui et que sa position elle est plus de défendre cet espace de centre aérien, mais de défendre le but. Et là en l'occurrence il est prêt. Au moment où l'attaquant fait la tête, il a toute la disponibilité, on va dire athlétique, de pouvoir répondre à l'action. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire dans sa prise d'information et dans sa prise de décision. Et donc ça, c'est sur un temps très court. Donc quand Romain parlait de travailler la vision, c'est ça, c'est ton travail toi au quotidien avec tes gardiens, c'est de les sensibiliser et le fait que leur œil soit habitué et puisse permettre de prendre des informations rapidement. Voilà, exactement. Après, il y a tout un travail de fait avec Romain sur l'analyse déjà. L'analyse des gardiens sur un point de vue visuel, savoir s'ils voient bien. Nous, on a eu des surprises, notamment un garçon au centre de formation qui prenait pas les informations rapidement. Donc un retard de jeu, une lenteur de passe, etc. Mais on s'est aperçu que après le diagnostic, il était daltonien. Donc évidemment qu'il pouvait pas voir rapidement, du fait que nous, souvent on est en bleu et en rouge dans l'entraînement sur les chasubles. Et donc Romain lui avait donné un mémo technique très intéressant, c'est de se repérer au niveau des pubs, des chasubles ou éventuellement et surtout des équipements qu'il allait rencontrer le week-end. Et là Romain, là-dessus, il est vraiment très perspicace dans ce qu'il fait, avec une capacité aussi à pouvoir aider les gens à aider le cerveau, on va dire, comme le muscle, à se développer et avoir des capacités à prendre les informations et les décisions très rapidement.
Dernière question. Le poste, dans 10 ans, il ressemblera à quoi ? Ça, c'est une bonne question. Mais j'espère qu'il restera noble, parce que c'est difficile. La double fonction est très difficile, vraiment. Et on le voit sur l'aspect psychologique, parce que ça peut être dévastateur. On a vu pour la première fois qu'un gardien avait été changé au bout de 17 minutes. Ouais. Tu prends l'exemple de Tottenham, là. Ouais. Psychologiquement, c'est compliqué, parce que déjà, tu joues à l'Atlético, il y a la pression, il y a la double sanction qui tombe. Après, ça laisse des traces. Donc, sur l'aspect psychologique, il y a vraiment un gros travail à faire. Et c'est un poste qui est terrible. Alors, est-ce qu'on l'utilise trop ? Moi, je dis parfois oui. Parce que, est-ce qu'on est capable de tout faire ? Bah non. Le poste du gardien, c'est celui qui a le plus évolué. Pourquoi ? Parce que les idées de développement des coachs sont des stratégies qui, aujourd'hui, parfois ont une surutilisation du gardien. Mais est-ce que dans 10 ans, on dira non, mais les gardiens, ils sont tellement entraînés à ça que maintenant, c'est devenu quelque chose de normal et j'extrapole, mais peut-être qu'il va jouer arrière droit et puis on se posera plus la question. Ouais. Mais moi, j'y crois pas. Et plus on développe les stratégies, plus le gardien il va défendre de manière où il n'a pas l'habitude d'évoluer et de défendre. Et psychologiquement, il va se mettre dans des situations qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Donc c'est pour ça que quand tu es jeune, quand tu as l'occasion de pouvoir utiliser et réfléchir à la tactique et utiliser ton gardien dans les systèmes que les coachs veulent utiliser, eh ben c'est le moment de voir s'ils sont capables d'y répondre ou pas. Mais c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est la question sur laquelle on va terminer cet entretien. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. On va passer au face-à-face pour terminer. Très bien. Ton plus bel arrêt. Nancy. Ligue 2. Le plus bel arrêt que t'as en tête. Gordon Banks. Ce qui te fascine chez les gardiens. Leur capacité à jouer sous pression. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien. Le manque d'humilité. Un gardien sans tête ou sans pied. Avec les deux. Ton geste préféré. La prise d'information. L'exercice que tu détestais. Aucun. Je prenais du plaisir partout. L'exercice qu'il déteste mais que toi tu adores. Le temps d'attente sur une gestion de profondeur. L'adversaire le plus coriace. Cascarino. Ton modèle. Alors j'ai beaucoup de modèles, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont donné plusieurs options dans leur jeu. Valdés, sa capacité à jouer au pied. Bernard Lama, sa capacité à utiliser son corps dans l'espace. Pascal Olmeta, cette capacité à jouer sous pression et à éliminer de manière insouciante toute l'équipe adverse. La fois où Obed t'a le plus impressionné. Paris Saint-Germain. Kevin Trapp, en un mot. Humilité. La phrase que tu entends sur le poste qui t'insupporte. Qu'est-ce qu'il fait, ton gardien ? Charletti ou Jean-Bouin. Les deux. Contre Paris, un vrai derby ou une fête des voisins. Une belle complémentarité. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien. Tous. Sans exception, parce que qu'ils pensent au poste ou pas, il y a toujours une direction à prendre par rapport à ça. Le stade qui rend le mieux dans le casque de réalité virtuelle. Marseille, ça donne. Et le conseil que tu donnerais au Mickaël Boulinet à Paris. Ne cesse jamais de travailler. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, pour cet entretien. Merci à Florent de la communication pour l'organisation. On a réussi à le faire depuis ce début de saison où on en discute, mais là, les calendriers se sont bien alignés, on a réussi. Alors, merci beaucoup. Un grand plaisir. Et puis, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. L'exploration du poste de gardien continue, plus de 35 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière, en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde ou au JO, dans différents sports, dans les années 80, 90, 2000
et tous ceux encore en activité. Alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute pour ne rien louper de cette nouvelle saison du podcast. Mais aussi partagez-le, commentez-le, notez-le, c'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.